Bonjour, aujourd'hui on va parler du métier de nutritionniste. Alors, pour parler de ce métier de nutritionniste, je vais avoir du mal à le prononcer ce mot, nous avons avec nous Aldric Halal. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Aldric Halal est président fondateur de Diderot Éducation et surtout au sein de Diderot Éducation de l'école EDNH dont Aldric, vous allez me repréciser l'acronyme. Absolument. École de diététique et nutrition humaine. Alors, vous nous direz pourquoi humaine. Première question, le nutritionniste est-il un médecin? Alors, merci beaucoup Nicolas et merci à Sudirama de m'inviter ce soir. C'est une confusion que font beaucoup de personnes. En fait, en France, il y a une cinquantaine de facs de médecine et il y a des spécialités. Il y a la cardiologie, l'ophtalmologie. Et proche de l'appareil digestif, on a l'endocrinologie, la science des hormones, et puis on a également la gastro-entérologie, qui évidemment est concentrée sur l'estomac et les intestins. Il n'y a pas de science de la nutrition. Donc, en fait, en France, il n'y a pas de spécialité de nutrition. Le terme nutritionniste est un terme que l'EDNH a utilisé pour ses diplômes à Bac+3 et Bac+5, bachelor et master. Et nous sommes les seuls à avoir des diplômes reconnus en nutrition. Et c'est vrai que traditionnellement, un médecin qui est interrogé par les journalistes, on va dire qu'il est médecin nutritionniste pour dire qu'il s'occupe de nutrition. En fait, c'est comme s'il y avait nutritionniste avec un grand N ou avec un petit N. Et il y a des gens qui sont très très bien, qui ont une excellente formation et qui sont nutritionnistes parce que finalement au quotidien, ils s'occupent de patients, ils gèrent des diabétiques, ils s'occupent des TCA, des troubles du comportement alimentaire, etc. Donc, c'est une appellation. Et c'est vrai que le terme n'a pas été protégé pour les uns ou les autres. Donc, en fait, c'est un peu comme un adjectif. C'est pas un peu comme, c'est un adjectif que n'importe qui peut utiliser. Et nous, on l'a utilisé dans notre diplôme. Alors justement, aujourd'hui, qui peut se prévaloir, justement, entre guillemets, de ce titre nutritionniste? N'importe qui? Il faut avoir fait quand même des études ou alors, finalement, c'est ouvert à tous? Dans l'absolu, j'ai envie de dire que n'importe qui peut se prétendre n'importe quoi. C'est la liberté, justement, d'expression. On ne peut pas se prétendre médecin. Comment? On ne peut pas se prétendre médecin si on n'a pas fait les études et on n'a pas de diplôme quand même. Encore que sur LinkedIn, j'ai vu des choses assez étonnantes de la part de gens qui ont fait soi-disant des sciences médicales et qui se prétendent médecins. Mais effectivement, on n'a pas le droit d'abuser d'un terme. Mais c'est vrai que n'importe qui, dans l'absolu, pourrait s'appeler nutritionniste. En tout cas, quand vous voyez quelqu'un qui a mis sur sa plaque nutritionniste, en général, c'est quelqu'un qui a fait le DNH et qui, évidemment, est sérieux. Les gens qui utilisent ce terme-là sont quand même des gens qui ont une formation. Et donc, oui, on peut toujours imaginer quelqu'un qui abuse, mais globalement, quand même, il ne faut pas non plus faire trop la chasse aux sorcières. Il y a assez peu de charlatans, de gens qui sont bizarres ou quoi que ce soit. Aldric, rapidement cette question. Pourquoi nutrition humaine? Avoir ajouté le mot humaine. Alors, c'est une excellente question, mais si on a une vision un peu systémique, c'est-à-dire que si on prend aussi bien l'écologie, les plantes, les animaux, si on prend donc l'ensemble des êtres vivants de la planète Terre, la nutrition, c'est un des grands phénomènes qui permet à la vie d'exister. Et donc, il est obligatoire de spécifier de quoi on parle. Il y a de la nutrition en physiologie animale, de la nutrition végétale, et c'est vrai que quand moi j'ai créé le DNH, j'ai créé aussi le GPN, École de gestion et protection de la nature, et donc j'avais quand même des nutritions qui étaient totalement différentes. Donc on a précisé humaine parce que justement, nous, notre métier, ce sont les humains, les bipèdes comme toi et moi, évidemment. Voilà pourquoi on l'a précisé. Alors, donc ça c'est clair. Alors, le quotidien d'un nutritionniste, c'est quoi? En fait, c'est quoi d'être nutritionniste? Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque part, on aborde rarement l'angle sous le quotidien du nutritionniste. Souvent, on parle des études assez longuement et d'ailleurs trop longuement. Le nutritionniste étant quelqu'un qui a fait des années d'études assez longues, il a des compétences et ces compétences, elles sont assez nombreuses. Mais je vais en citer quelques-unes pour qu'effectivement les gens se représentent. D'abord, il y a le fameux cabinet libéral. C'est-à-dire que le quotidien, c'est un peu comme lorsqu'on va voir un médecin, on arrive dans son cabinet. Dans son cabinet, il y a une salle d'attente et puis on passe chacun à son tour voir le nutritionniste.
Il se trouve que l'enquête alimentaire, les objectifs et ce que fait le nutritionniste, c'est un peu plus long peut-être que ne peut l'être une consultation de médecine. Donc le quotidien. Je vous coupe 2 secondes. C'est remboursé par la sécurité sociale, le nutritionniste? Non, la nutrition, la diététique ne sont pas remboursés par la Sécu. En revanche, beaucoup de mutuelles remboursent. Et puis, ça peut avoir aussi une incidence très importante sur les résultats sportifs. Donc, le nutritionniste est dans son bureau et il va recevoir des patients. Et des patients, en fait, de plusieurs catégories. On a des patients qui ont des vraies pathologies. Par exemple, le diabète. Le patient est malade, son pancréas dysfonctionne, donc son pancréas n'arrive pas à réguler le taux de sucre dans l'organisme en donnant la quantité nécessaire d'insuline. Donc là, il y a vraiment une maladie. Donc là, il faut faire très attention et il faut être très précis dans l'ordonnancement des rations et de ce que la personne doit manger et de ce qu'elle doit éviter. Après, il y a le sportif de haut niveau. Énormément de sportifs de haut niveau qui vont à un nutritionniste parce que lorsque vous êtes nutritionniste, vous vous rendez vite compte que la performance du sportif va être décuplée, mais vraiment décuplée, en fonction de son alimentation. Et c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel en France on est assez en retard, alors que dans les pays anglo-saxons et en Amérique du Nord notamment, on a clairement ça qui fait partie du quotidien du sportif. Alors, si on prend l'exemple aujourd'hui, il y a l'équipe de France qui jouait. L'équipe de France, les joueurs ont tous un nutritionniste? Ah, bah ça c'est la grande question, Nicolas, c'est qu'en France on est un peu en retard. Cela dit, je vais citer Capucine Bertrand qui travaille avec l'OM, donc qui est une ancienne étudiante de chez nous, qui est nutritionniste. Il faudrait que peut-être pas chaque joueur ait un nutritionniste, mais que l'équipe ait un nutritionniste. Alors, je pense, je vais répondre franchement, je n'en sais rien et comme tout le monde le sait, je ne suis pas un grand fan de football et je ne savais pas que l'équipe de France jouait aujourd'hui. Je déplore cette ignorance, mais elle a gagné? Perdu. Elle a perdu. Bon, eh bien écoutez, je ne sais quoi dire, à la bonne heure ou tant pis ou à la prochaine, je ne sais pas, mais bon, c'est vrai que le foot m'intéresse guère. Et en attendant, pour que les performances des sportifs soient effectivement de qualité, il faut adapter leur alimentation. Parce que l'alimentation, c'est comme dans le sport, il y a une phase de récupération, il y a une phase d'entraînement et une phase de compétition. Et ça tourne. Et l'alimentation, elle suit ce rythme-là. C'est très, très important. Donc, l'équipe de France devrait avoir, si elle n'en a pas, je ne sais pas. Hein, donc, peut-être qu'il y en a un, je n'en sais rien. Pour reprendre le fil, on parlait donc des patients qui avaient donc des voilà. Alors donc, il y a des patients, mais il y a aussi d'autres métiers parce que le quotidien, c'est quand même pas mal. Vous avez des nutritionnistes qui travaillent en agroalimentaire, dont l'objectif est de vérifier que les produits que nous mangeons, les produits ultra transformés, portent bien les valeurs nutritionnelles qui sont affichées sur la boîte. C'est-à-dire qu'on vérifie que effectivement, il y ait bien tant de pourcentage de sucre, tant de pourcentage de protéines, et on essaye de faire de telle sorte qu'on puisse informer le consommateur en disant attention, ce sont des protéines certes, mais elles sont assimilables, elles sont synthétisables ou pas. Parce qu'on peut très bien manger en quantité astronomique du calcium, mais qui peut parfois ne pas être assimilable par l'organisme. C'est tout le piège de dire il y a tant de ceci dans ce produit-là, parce que des fois on ne peut pas l'assimiler. Donc le nutritionniste veille à cela. Mais le nutritionniste, c'est aussi quelqu'un qui fait de la santé publique. On a des nutritionnistes aujourd'hui qui travaillent au sein du gouvernement, qui travaillent au sein de l'Assemblée nationale et qui permettent aux députés de mieux comprendre les directives européennes, de mieux comprendre le corps humain et de pouvoir faire des lois beaucoup plus appropriées. Valérie Boyer, quand elle a fait sa loi sur l'obésité, elle s'est appuyée sur des nutritionnistes, justement, pour que justement elle puisse dire quelque chose de tout à fait scientifique. Parce que je rappelle qu'on parle de science quand même. Hein. Alors, est-ce qu'ils peuvent travailler aussi en milieu hospitalier pour du suivi de patients? Absolument. Ils peuvent travailler en milieu hospitalier. Il se trouve qu'aujourd'hui, en milieu hospitalier, quand on arrive à l'hôpital, on est en bout du circuit, enfin on va dire de la trajectoire du patient, et c'est que on est assez mal en point, mine de rien. L'hôpital, c'est quand même le rang ultime de la maladie. Donc très souvent, on est à un niveau de prise en charge qui relève beaucoup plus de l'endocrinologue ou du gastro-entérologue ou du chirurgien que du nutritionniste. Mais oui, il y a un nutritionniste, un, pour les repas qui sont donnés à l'hôpital, et deux, pour un suivi de patientèle, notamment dans le cas du diabète. Le médecin est accompagné de un ou plusieurs nutritionnistes parce qu'il a besoin de s'appuyer sur des gens qui ont des connaissances et qui ont des connaissances notamment de conseils. Parce que, attention, le nutritionniste, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est qu'on n'est pas que dans la curation, c'est-à-dire dans la maladie, dans la pathologie, on est beaucoup dans la prévention.
énormément dans la prévention. On travaille auprès des enfants, on travaille auprès des personnes âgées. Comment faire, par exemple, pour qu'une personne âgée arrive à se nourrir normalement, arrive à ne pas oublier de manger. Par exemple, quelqu'un qui a Alzheimer. Et bien ça, ce sont des élèves de chez nous, il y a quelques années maintenant, il y a quasiment 10 ans, qui ont inventé là, ce qu'on appelait la finger food, mais inventé pour que ce soit utilisé en maison de retraite. C'est-à-dire que quand on fait manger une personne âgée, quand une personne âgée mange avec ses doigts, pas avec des instruments, eh ben, elle a plus le désir de manger et elle recouvre un petit peu la sensation, la mémoire de l'aliment. Et donc, il y a un rapport entre les doigts qui paraît tout à fait étonnant, hein, et la nourriture et le désir de nourriture. Donc, en fait, finalement, le champ d'activité du nutritionniste est très large parce qu'il peut se retrouver en cabinet libéral, dans une grande industrie agroalimentaire, dans un EHPAD, dans une équipe sportive, dans un milieu hospitalier. Absolument. Et également en restauration collective avec Sodexo en Chine ou au Brésil, donc effectivement auprès du gouvernement. Alors, ce sont des métiers qui sont très très larges. On a eu des premiers nutritionnistes qui sont sortis de l'ENH et qui ont intégré des grandes banques françaises dans les sièges à Paris pour justement améliorer la qualité du quotidien des salariés, parce que quand on est au bureau, ben, on mange à peu près n'importe quoi et n'importe comment. Petite question, parce que vous parliez de l'Inde. Lorsqu'un médecin, par exemple, diagnostique un rhume ou qu'il y a une opération type appendicite, on va dire que les pratiques sont à peu près les mêmes dans l'ensemble des pays européens et même sur une grande partie de la planète. Mais la nutrition, est-ce que ce n'est pas vraiment très spécifique aussi aux cultures locales ? Absolument, c'est pour ça que dans le programme, de la première année à la 5e année, les étudiants ont ce qu'on appelle les alimentations du monde, les types d'alimentations différentes. Vous avez quelqu'un qui vient d'un pays où on mange par exemple que du riz, vous ne pouvez pas lui dire du jour au lendemain d'aller manger des pâtes ou d'aller manger des pommes de terre, c'est quelque chose qui n'est pas possible, qui ne fait pas partie de sa culture. Donc c'est aux nutritionnistes de s'adapter. En revanche, sur si vous voulez, sur les données de base, c'est-à-dire combien faut-il de calories, combien faut-il de calcium pour un enfant ou de vitamine C, les nutritionnistes du monde entier sont à peu près d'accord. Là-dessus, il y a quand même une sorte de convention. Mais c'est vrai que ça dépend aussi de l'effort physique. Parce que si vous dites à quelqu'un qui fait des efforts physiques très importants, par exemple les gens qui ont construit les stades au Qatar, de manger la même chose que vous et moi, Nicolas, qui sommes toute la journée assis dans notre bureau, c'est pas tout à fait pareil. On n'a pas les mêmes dépenses énergétiques. Donc, il faut un équilibre, évidemment. Mais sinon, les êtres humains sont assez semblables à cet égard. Et donc, il y a une convention quand même assez internationale, assez précise. Alors, tout à l'heure, Adric, vous avez dit quelque chose qui m'a intrigué. Vous avez dit que le nutritionniste est une personne qui a fait des études longues. Mais pourtant, au sein de l'EDNH, vous proposez des bachelors qui sont considérés comme des formations courtes, en 3 ans. Alors, on va peut-être maintenant parler des études pour devenir nutritionniste. Donc, vous proposez des bachelors et des masters. Alors, on va parler des formations que vous proposez, puis des formations, j'allais dire au sens général du terme, pour devenir nutritionniste. Quel type de formation faut-il suivre? Et puis surtout, qu'est-ce que ça demande comme compétences? Alors vaste sujet de conversation, puisque évidemment, plus on fait d'études, meilleur on est. Tout simplement parce qu'on a plus de maturité, on a plus de pratique de terrain, parce qu'il y a des stages et il y a des projets professionnels, et on a beaucoup plus étudié. Donc, il semble assez évident que le bac+5 soit la norme. Et d'ailleurs, c'est la norme dans beaucoup de pays dans le monde. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, puisqu'on vous voit, vous le savez, Nicolas, mais le DNH est en train de rentrer dans le processus pour devenir une école d'ingénieurs. Et donc, nous sommes en train de faire le nécessaire pour que la CTI reconnaisse, donc la commission d'éthique d'ingénieurs reconnaisse notre école comme une école d'ingénieurs d'État, puisque déjà tout le monde nous considère comme des ingénieurs. Je comprends mieux. Voilà. Je comprends mieux le live femme ingénieur. Exactement. Voilà. Et donc, forcément, aujourd'hui, on a un positionnement bac+5 qui est absolument nécessaire. Il est vrai que nous avons encore des jeunes gens qui ont envie d'avoir une pratique plus rapide, légèrement plus restreinte, à bac+3. Et puis, il est vrai aussi qu'il y a des étudiants qui choisissent le BTS diététique, on en a au cours d'hydro notamment, pour être encore plus rapide dans les études que 2 années d'études. Mais il est évident que celui qui a fait 2 années d'études ne va pas se retrouver avec les mêmes responsabilités, le même salaire que celui qui a 5 années d'études, tout simplement. Et pour devenir nutritionniste aujourd'hui, très clairement,
il n'y a que le DNH. Il n'y a pas d'autres formations en France. Hein. C'est pas parce que je l'ai décidé, c'est parce que c'est comme ça. Il y a 22 ans, personne d'autre que moi a pensé à faire cela. De la même manière qu'écologue en gestion et protection de la nature, il n'y a que nous qui le faisons aussi. Et c'est vrai que quelqu'un qui fait l'université va avoir une formation très large, très générale, avec peu de stages, donc ça ne marche pas. En fait, les personnes qui nous ressemblent le plus, Bac+5, ça va être l'endocrinologue, c'est-à-dire le médecin qui a une spécialité. Mais le médecin qui a une spécialité, il y a une dimension quand même pratique, chirurgie, opération médicale forte, que nous n'avons pas, puisque nous ne prescrivons pas de médicaments. Donc, il y a quand même une différence. Le nutritionniste, quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est celui qui accompagne la population, qui la conseille, et c'est vraiment celui qui, à 80%, est avant les problèmes. Le médecin arrive toujours après, en tout cas en France, les médecins arrivent après les problèmes. Vous n'allez pas voir le médecin quand vous êtes en bonne santé. Alors, Patrick, on va peut-être revenir un peu quand même sur la formation. Oui. Si on parle de la formation à Bac+5, mais même le bachelor, hors Parcoursup. Bien sûr, hors Parcoursup. Alors, quels sont les critères de recrutement? Finalement, quelles sont les qualités que vous allez demander à vos candidats? J'imagine que ce n'est pas forcément les bonnes notes, même si elles vont compter peut-être dans des matières un peu scientifiques. Alors, ça, c'est évidemment la question de Parcoursup et du fait que beaucoup d'enseignants, et je les comprends, obligent les étudiants à se positionner par rapport à leur future école sur des spécialités. Il se trouve qu'en nutrition, nous, quand les élèves arrivent en première année, ils ont 3 blocs de matières. Ils ont le corps humain, les alimentations et tout ce qui est technique, pratique, professionnelle. Et on est obligé de tout leur apprendre. Parce que même quand ils ont fait SVT, c'est-à-dire sciences et vie de la Terre, au lycée, ils sont à des années-lumière de ce que nous, on fait. Donc, c'est une formation qui est tellement spécifique que de toute façon, on reprend à zéro. Donc, nous, que quelqu'un ait fait l'option maths ou SVT, très honnêtement, ça a assez peu d'importance. J'ai envie de dire que ce qui est plus important, c'est que l'élève fasse un bon lycée et se régale, ou en tout cas minimise les ennuis que l'on peut rencontrer au lycée. C'est surtout ça. On ne veut pas d'élèves qui ont 3 de moyenne, mais effectivement, on ne recherche pas forcément la très bonne note. On préfère un élève rigoureux, sérieux. Alors évidemment, moi qui aime beaucoup les maths, par exemple, j'aurais tendance à dire qu'un élève qui a fait des maths a quand même tendance à avoir une capacité de réflexion qui est un peu plus structurée. Mais on a beaucoup d'élèves qui ont fait une filière plutôt éco, plutôt L, l'ancien L, littéraire, et qui s'éclatent dans le métier de nutritionniste. Parce que la biologie, contrairement aux mathématiques et à la physique, ne demande pas une abstraction et une réflexion très complexe, mais demande une quantité d'informations à connaître. Et c'est toute la différence entre les mathématiques et la biologie. La biologie, il faut connaître beaucoup de choses. Les mathématiques, il faut comprendre beaucoup de choses. Les connaître aussi, mais comprendre. Alors, Adric, sur quels critères vous allez sélectionner vos étudiants alors? Et donc, je finis, excusez-moi d'être un peu long. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'étudiant se projette. On ne veut pas d'étudiants qui abandonnent en première année. Donc, la lettre de motivation, on a une lettre de motivation, doit être vraiment argumentée. Il y a un nombre de caractères minimal, puisque tout est informatisé sur notre plateforme. On est hors Parcoursup, c'est sur notre plateforme. Et donc, tout étant informatisé, il faut qu'il fasse sa lettre, j'ai mis la plateforme là, en ligne, de telle sorte qu'on comprenne qu'il s'est vraiment imaginé les choses. Je donne un exemple. Il nous a écoutés et il se dit « Ah ben, Nicolas a posé des bonnes questions, moi j'ai justement envie de travailler dans l'agroalimentaire. » Donc, l'élève va se renseigner un petit peu et puis il va écrire, il va dire bah, « Moi j'ai envie de fabriquer des nouveaux produits. Moi, par exemple, certains de nos élèves ont créé des produits à base d'insectes pour justement pallier au manque de protéines de la planète. » Donc, les étudiants vont commencer à écrire des choses intéressantes dans leur lettre de motivation et c'est ça qui nous intéresse. La projection de l'étudiant. On a envie d'avoir des étudiants, des futurs étudiants, des élèves, quand ils écrivent leur lettre, qui se projettent et qui ont envie et qui le montrent. C'est ça la motivation. La motivation, c'est pas juste dire « j'ai envie d'eux », c'est le démontrer aussi. Mais Adric, un entretien quand même? Pas obligatoirement. Non? Soit une lettre de motivation, soit un entretien. Et très honnêtement, comme la lettre est assez longue, elle suffit largement. En plus, pour 90% des cas, quasiment, les gens sont venus soit en journée porte ouverte, soit ont regardé des lives, etc. Donc, ils argumentent et ils savent argumenter. Et c'est ça qui est quand même assez important. Et c'est pour ça que j'aime bien rappeler aussi, ça fait que la deuxième fois que j'utilise ce mot, mais c'est un mot qui est très important pour moi,
c'est de la science. C'est de la science biologique. C'est très important d'avoir ça à l'esprit. C'est pas un truc d'élucubration intellectuelle. C'est vraiment de la science biologique. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Il n'y a pas de maths. La science, ça ne veut pas dire des maths. Ça ne veut pas dire que c'est difficile. Ça veut dire que c'est rigoureux, c'est carré. Il y a des connaissances. On s'appuie sur des démonstrations, sur des choses qui ont été prouvées. Adric, si on parle un peu de la formation finalement pendant ces 5 années, peut-être à part de pratique, comment ça se passe, hein, sans parler de tout cursus, parce que j'imagine que c'est quand même très fourni. Voilà, rapidement, ces 5 années, elles se passent comment? Alors, comme je disais, il y a 3 vraiment silos de matière. Le premier silo, c'est le bloc du corps humain. C'est ce qui le fait le plus peur et finalement qui va plaire le plus aux étudiants. Eh ben, on apprend par exemple ce qu'on appelle le bol alimentaire. Vous mettez quelque chose dans votre bouche, toute la trajectoire jusqu'au sel, et on va apprendre tous les organes et toutes les maladies de ces organes et tous les tissus de ces organes. Les tissus, c'est l'histologie, l'organe, c'est l'anatomie, le fonctionnement de l'organe, c'est la physiologie. Et donc, on va rentrer comme ça et puis jusqu'à la molécule et on va se dire, tiens, comment le sucre se transforme en énergie? Comment du sucre, du OZ, on passe à l'ATP. Et ça, du coup, c'est comme un jeu parce qu'on découvre des choses. On se dit, ah tiens, ça marche comme ça. C'est vraiment du Lego du corps humain. Donc, on apprend vraiment le fonctionnement du corps humain, les grands métabolismes. Ça, c'est un gros volet et ça va suivre tout le temps. Et on va l'avoir un peu avec les sportifs, un peu avec la Donc ça, c'est sur les 5 années. Ah oui, c'est sur les 5. Tout le temps, on voit ça parce que c'est comme en médecine. C'est pareil. Il faut vraiment avoir des connaissances actuelles. Il faut répéter, répéter, répéter. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est la connaissance des alimentations, des aliments, c'est-à-dire tout ce qui vient dans notre bouche, il faut en connaître les composants, les procédés de fabrication. Évidemment, quand il y a des problématiques d'engrais, des problématiques écologiques, il faut le savoir aussi. Donc là, il y a un champ disciplinaire qui est très important. Et puis, ce qu'il y a dans l'aliment, c'est une chose, mais c'est pour ça que je dis aliment et alimentation, parce que l'alimentation, ça devient la nutrition, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'aliment, par exemple la pomme, on a le corps de Nicolas Fellus et la pomme, et ben les deux séparément, ça fait quelque chose, ça fait 2 entités, mais quand Nicolas mange la pomme, il se passe plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a des réactions. Donc, 1 + 1 = 2, on va beaucoup étudier le 2, c'est-à-dire qu'on va se demander, bah, tiens, qu'est-ce que fait un ensemble de fruits sur un corps humain? Et d'ailleurs, je vais faire une petite révélation parce que je pense que c'est quelque chose qui est peu connu, même si ça fait très longtemps qu'on le sait. Les OZ, c'est-à-dire les sucres qu'il y a dans les fruits, le fructose, ce sont des sucres qu'on synthétise beaucoup moins bien que le sucre blanc, contrairement à ce que plein de gens pensent. C'est-à-dire que c'est pas vraiment des fruits qu'on mange de meilleurs sucres que du sucre blanc. Ça peut paraître étonnant, mais c'est une réalité. Donc, c'est tout ça qu'on apprend. Et puis, pareil sur les 5 années. Bien sûr, sur les 5 années. Alors, c'est vrai que ça, c'est au début, il y a beaucoup de choses, et puis après, quand même, les élèves, les étudiants retiennent, et après, on va l'adapter au pays, on va l'adapter évidemment au climat aussi, parce qu'il n'y a pas qu'une histoire de pays, il y a aussi une histoire de ce qu'on pourrait cultiver à cet endroit-là et qu'on ne cultive pas. C'est pour ça que c'est souvent très proche de l'agronomie aussi. C'est très proche de l'écologie. Aujourd'hui, c'est complètement imbriqué. D'ailleurs, on crée pour la rentrée 2023, pardon, la rentrée prochaine, on crée une nouvelle formation, un nouveau master qui va mêler l'écologie de notre école d'écologie, EGPN, avec la nutrition de l'EDNH. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était intimement lié, que des étudiants voulaient avoir des matières de l'autre école, et donc on va faire quelque chose comme ça. Et donc le troisième volet, le troisième silo, c'est évidemment la pratique. Comment je fais pour apprendre à suivre un sportif de haut niveau? Eh ben, nous, on pratique beaucoup l'induction, c'est-à-dire qu'on demande aux étudiants de faire, de découvrir et après d'aller chercher la connaissance. Je m'explique. Ils arrivent au début de l'année, leur prof les premières années de nutrition du sportif leur dit, ben voilà, le cours, ça va être vos questions. Alors, ils allaient dire, bon, c'est quoi cette histoire et ça? Il leur dit, ben, vous allez trouver pour la semaine prochaine un sportif de haut niveau que vous allez suivre gratuitement. Vous allez prodiguer vos conseils gratuitement. Les élèves sont très contents, ils vont sur Facebook, ils notent ça. Puis ils se rendent compte, quand ils sont devant le sportif, je vais un peu vite là sur les semaines, qu'ils ne connaissent rien. Et donc, les premiers cours, ce sont les élèves qui arrivent en disant, ben, moi, je suis un nageur de haut niveau, mais alors il m'a demandé ça, 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 ça. Moi, je suis un boxeur, il m'a demandé ça, ça, ça. Et le prof, son premier cours, c'est le structurel, c'est de répondre à ces questions. Donc, là, c'est une vraie pratique. C'est l'obligation de suivre un sportif de haut niveau. On a une clinique. Ça commence vraiment dès le début, dès la première année. Dès le début, dès la première année. Quand j'ai inventé ça, il y a presque 20 ans, il y a 18 ans, tout le monde m'a traité de fou. Tout le monde m'a dit que ça ne marcherait jamais, que ce n'était pas possible, etc. Et finalement, c'est génial et ça marche super bien. Et je peux vous dire que les élèves apprennent à une vitesse grand V, parce que quand ils sont devant le sportif, ils ont besoin d'avoir la réponse. Et vraiment, ils vont chercher par eux-mêmes, et sur Internet, et sur notre plateforme de cours, et sur les livres que nous avons écrits avec Studirama, et également avec leurs enseignants, cela va de soi. Donc, on a aussi une clinique de la nutrition, c'est-à-dire que les étudiants
pratiquent au quotidien. Alors, ils sont là en tant qu'étudiants, hein, c'est un peu comme le U du CHU, hein, c'est-à-dire qu'on va voir des gens qui sont en formation. Donc là, il y a des patients qui viennent. Il y a des patients qui viennent de l'extérieur, ils savent que ce sont des étudiants et ils viennent consulter un nutritionniste. Et là, un nutritionniste en apprentissage. Et là, évidemment, ça peut être une révélation comme ça peut être, c'est très important parce qu'il y a des étudiants qui disent « Ah, moi, de plus tard, j'aurai mon cabinet libéral. » Très bien. Et puis, il faut quelques consultations à la clinique et là, ils se disent « Oula, non, c'est pas pour moi. Là, c'est trop compliqué. Il y a trop de psychologie, les gens sont trop compliqués, etc. » Et donc ça, c'est une pratique. Il y a les projets que les étudiants mènent auprès des enfants, dans des écoles, auprès des populations, par exemple dans une pharmacie, faire de la prévention. Dans leur stage, on est une école où il y a, je pense qu'on est probablement, c'est même pas je pense, c'est une certitude, on est l'école avec le plus grand nombre de semaines de cours et de stages. C'est-à-dire que nous, nos années, elles sont vraiment remplies et en stage, l'étudiant commence avec 2 mois la première année et finit avec 6 mois la 3e année, puis 4e année 6 mois et 5e année 6 mois de stage. Donc l'étudiant est sans arrêt confronté à la réalité du terrain. En général, les stages se font où? Ils se font dans des entreprises agroalimentaires, ils se font, puisqu'on a parlé de cabinet libéral. Exactement comme on disait tout à l'heure, c'est tous les métiers qu'on évoquait tout à l'heure, sauf justement le cabinet libéral, parce qu'on n'aime pas qu'un étudiant fasse un stage dans un cabinet libéral parce qu'il n'y a pas assez d'interaction, pas assez d'interactivité avec d'autres personnes. Mais effectivement, ils vont faire des stages, mais alors absolument partout. Beaucoup de stages sont, si vous voulez, c'est un peu comme un CDD, un stage de 6 mois. Vous rentrez dans l'entreprise et vous y êtes 6 mois. C'est long, c'est tout un semestre et donc forcément, vous allez travailler. Et beaucoup de stages se font en essai, c'est-à-dire que l'étudiant se dit, tiens, moi, j'ai entendu M. Halal qui parlait du député ou du sénateur, j'aimerais bien les voir. Évidemment, hop, en ce moment, il y a plein de lois, donc ça tombe bien, ils prennent des stagiaires à tire-larigot. Et du coup, là, ils se rendent compte que ça leur plaît vraiment ou ça leur plaît pas, s'ils ont envie de faire du lobbying. En ce moment, le lobbying, c'est très important. C'est dans tous les sens le lobbying, hein, c'est ce qu'on appelle les affaires publiques, pour le dire autrement, mais c'est aussi bien pour défendre des grands méchants d'agroalimentaire que pour défendre effectivement le bien fondé d'une alimentation équilibrée. Bon, Adric, on pourrait parler des heures, hein, je pense, du métier de nutritionniste. Il me semble qu'on a fait un tour déjà un peu complet. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'un nutritionniste, bon, qui sorte du DNH ou éventuellement d'une autre structure, mais vous nous avez dit qu'il n'y en avait pas, et qui exerce en France, est-ce qu'il peut aller s'installer à Madrid, à Copenhague demain? Est-ce que dans vos étudiants, vous avez beaucoup d'étudiants qui, justement, sont partis exercer à l'étranger? Alors, beaucoup, ce serait mentir, mais nous en avons chaque année 1 ou 2 qui partent. Alors, en Europe, ça ne pose aucun problème parce qu'avec le régime ECTS, c'est-à-dire European Credit Transfer System, c'est-à-dire un système de crédit transfert, forcément, c'est les mêmes diplômes à Bac+5, parce qu'à Bac+3, ça peut coincer dans certains pays, mais à Bac+5, ça pose aucun problème. Et après, il y a des pays, par exemple, le Canada, ça fonctionne, mais il y a des demandes à faire, il faut s'inscrire à l'ordre, etc. C'est un peu complexe. Et il y a des pays dans lesquels on ne sait pas, parce qu'on n'a jamais eu, par exemple, l'Asie. Je vais vous dire un truc, c'est qu'on n'a jamais eu quelqu'un qui s'est installé en Chine. Donc, je ne peux pas répondre pour la Chine. Mais pour l'Europe, je peux dire oui. Pour l'Amérique du Sud, certains pays, oui, notamment le Brésil. Ça marche très, très bien. Et l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, ça fonctionne. Donc, oui, c'est possible. Après, très honnêtement, beaucoup d'élèves aimeraient bien partir à l'international. Et on constate que quand même, la France est un très, très beau pays. Alors, dernière question. Vous nous avez dit que la France était un petit peu en retard, justement, dans la pratique et l'utilisation, finalement, des nutritionnistes. Quels sont les pays qui sont en pointe? Le Canada. Le Canada, c'est le top. Le Canada, ils ont même un bac déjà en diététique. Le Canada, c'est vraiment… Quand j'ai créé le DNH il y a 22 ans, je me suis inspiré de McGill University. Alors, je vais faire de la pub pour entre guillemets un concurrent. McGill, qui est l'équivalent, pour ceux qui ne connaissent pas, de Harvard au Canada, c'est-à-dire la meilleure… La grande institution canadienne. Hein. Voilà. Et il y a 22 ans, ils étaient déjà en avance plus que ce que l'on est aujourd'hui, quoi. Donc, le Canada est très, très, très en avance en matière de nutrition. Mais tout à l'heure, vous parliez de Madrid. Les Espagnols sont pas mal aussi en matière de nutrition. Et finalement, on voit que ça pointe pas mal. Alors, je dirais donc le Canada et le Brésil aussi, très, très fort en nutrition. Des enjeux, évidemment, manifestement importants. L'Asie, je ne connais pas assez pour en parler. L'Afrique, c'est pas encore assez développé. Mais voilà, essentiellement Canada, Brésil pour la qualité de la formation et les débouchés professionnels. Adric, merci pour cet échange et à bientôt pour d'autres rendez-vous Un métier des formations. Au revoir. Merci beaucoup, Nicolas. Bye bye. Au revoir.